Mardi 7 mai 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et à toutes. Dans les détails des informations de ce jour, la participation de Madagascar à la 13e édition de l'AIM qui a débuté officiellement aujourd'hui à Abu Dhabi est déjà un succès. Lors de son allocution, le président de la République, Andry Rajoelina, a lancé un appel aux investisseurs pour qu'ils viennent à Madagascar. Des associations et des pays comme les Émirats arabes unis ont déclaré leur volonté à soutenir Madagascar, l'implantation d'une raffinerie d'or dans notre pays et l'ouverture de vols directs entre les deux pays font partie de la coopération qui aura lieu prochainement. Judicaël Rangianirin sur les images de Ir Rasoulou Farmana. La raison de la participation de Madagascar à la 13e édition du congrès AIM ou Annual Investment Meeting à Abu Dhabi est d'établir des coopérations efficaces qui se concentrent sur de nouveaux partenariats pour réaliser la vision du développement du pays. Le président Andry Rajoelina a répondu à l'invitation spéciale du roi des Émirats, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Les relations économiques entre de nombreux pays ont été analysées pour les améliorer et les renforcer. Il était clair pour les participants que Madagascar est ouvert à tous les investissements suite à l'appel du président de la République, Andry Rajoelina. L'essor fulgurant de Dubaï et d'Abu Dhabi, deux villes qui ont captivé le monde de par leur transformation, est un exemple inspirant qui nous prouve que, avec la vision, la détermination et l'innovation, peuvent concrétiser notre vision en action. De simples déserts ont été métamorphosés en deux centres économiques mondiaux prospères, attirant des talents et des investissements du monde entier. Ce succès illustre parfaitement l'importance de la persévérance. Cette persévérance nous inspire à valoriser les opportunités qui attendent qu'être saisies dans notre pays. Comme vous le savez, Madagascar regorge de potentiel, de ressources naturelles incroyables et d'une diversité culturelle unique. Pour atteindre notre émergence, nous sollicitons l'appui des partenaires potentiels et des pays amis pour accompagner le développement tant attendu par le peuple malagasy. La position géostratégique de Madagascar et sa place centrale sur la carte du monde, située au carrefour des routes maritimes, relèvent notre rôle primordial dans le commerce et les échanges régionaux. J'invite tous les acteurs étatiques et privés, tous les partenaires ici présents, à choisir Madagascar comme destination privilégiée pour leur investissement. En misant sur notre pays, vous êtes certain de bénéficier d'un placement financier utile et durable. Outre le secteur du tourisme, permettant de se pourvoir de devises directement, le président Andry Rajoelina a annoncé le défi de Madagascar de disposer jusqu'à 11 500 chambres d'hôtel dans toute l'île. Le président a également parlé des secteurs fondamentaux assurant l'autosuffisance tels que l'agriculture et l'élevage. Madagascar dispose de vastes terres exploitables, a-t-il déclaré, et l'introduction de techniques modernes est la garantie d'une productivité croissante. Un accent particulier a été mis sur l'élevage de crevettes. La production actuelle est de 30 000 tonnes par an, mais elle pourrait atteindre 300 000 tonnes, soit 10 fois plus en appliquant les techniques modernes d'élevage, a-t-il précisé. Selon la politique générale de l'État, l'exploitation des ressources minérales est importante pour le redressement de l'économie de Madagascar. Madagascar s'oriente progressivement vers l'utilisation d'énergies propres et renouvelables. Le gouvernement malgache a déjà pris des mesures pour améliorer ce secteur et élargir les investissements à cet égard. Par ailleurs, le président Andry Rajoelina a informé qu'il y aura prochainement une coopération concrète avec les Émirats arabes unis pour établir la première usine de raffinerie d'or à Madagascar. Je ne saurais parler des opportunités économiques de Madagascar sans dire quelques mots sur le secteur minier qui est un autre domaine d'investissement prometteur. Dans le contexte mondial actuel où l'extraction minière revêt une importance stratégique, en nourrissant les matières premières nécessaires, en fournissant les matières premières nécessaires à l'industrie, Madagascar est le 3e exportateur de nickel en Afrique, avec des réserves considérables de cobalt, de vanadium, de fer,
d'or, de graphite et de pierres précieuses estimées à 300 millions de tonnes, notre île se positionne comme un acteur majeur sur le marché mondial des minerais. Représentant 33% de nos exportations, ce secteur contribue de manière significative à l'économie du pays. Afin de renforcer notre engagement en faveur d'un cadre réglementaire solide et encourageant des investissements responsables, nous avons adopté un nouveau code minier avec des mesures incitatives. À ce propos, nous sommes fiers d'annoncer notre collaboration avec les Émirats arabes unis pour l'ouverture prochaine de la première raffinerie aurifère de Madagascar, qui est une étape majeure dans le développement de notre industrie minière. Les efforts du gouvernement malgache pour redresser l'économie peuvent se refléter à travers la participation à ce congrès de l'AIM à Abu Dhabi. Le résultat de ce voyage est un bénéfice concret pour le pays malgache. Les Émirats arabes unis répondent à l'appel de Madagascar, agissant comme un partenaire fiable pour soutenir ses objectifs de développement. Un bon exemple, et qui aura un grand impact à cet égard, est l'ouverture de vols directs entre les deux pays suite à la rencontre entre le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, et le président de la compagnie aérienne Emirates Group. Ensuite, la première session ordinaire du Sénat a été officiellement ouverte cet après-midi. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de l'écharpe pour le nouveau sénateur de Madagascar, Rabetsaruna Sylvain. Le président du Sénat a profité de l'occasion pour rappeler aux membres de cette entité le caractère et l'attitude qu'ils doivent avoir en tant que Raya Manjin en étant les sénateurs de Madagascar. Reportage de Miarvou Latsferan. Les sénateurs de Madagascar sont des personnes raisonnables, tant par leur caractère que leurs actes, a déclaré aujourd'hui le président du Sénat lors de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Il ne devrait pas y avoir de sénateurs violents, ivres dans la rue ou qui commettent des crimes tels que le trafic, la fraude ou le meurtre, a-t-il déclaré. Les sénateurs, a poursuivi le général Ravalomanana Richard, respectent les systèmes existants, notamment les institutions gouvernementales. Selon le président, ils sont également le reflet du patriotisme et de l'indépendance. Il a fait une remarque particulière sur le comportement de certains hommes politiques qui prétendent ne pas aimer les étrangers, mais qui pourtant font appel à ces derniers pour leurs avantages ou intérêts personnels. La cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 au Sénat a été marquée par l'accueil officiel du nouveau sénateur, Rabetsaruna Sylvain. En ce qui concerne les 60 jours pendant lesquels le Sénat tiendra sa session ordinaire, diverses propositions de loi du gouvernement seront discutées. L'une des priorités est la modification de la LFR. Il y aura également l'élection du président de la commission sociale, culturelle et la communication, du fait que le sénateur occupant ce poste a été nommé président de la délégation spéciale d'Antananarivo. Le président du Sénat a souligné aujourd'hui la création d'un département chargé de recevoir et de faire le suivi des doléances des employés du Sénat. Dans un tout autre sujet, un ressortissant israélien qui attendait d'exporter illicitement des espèces protégées a été arrêté hier après-midi par les douanes de l'aéroport international d'Ivat. Ce ressortissant étranger qui s'apprêtait à prendre un vol d'Ethiopian Airlines voulait les exporter vers la Grèce. La Turtle Survival Alliance UTSA a immédiatement pris en charge ces tortues pour contrôler leur état de santé avant de les ramener dans leur région d'origine. Le reste des animaux a été emmenés dans un endroit spécial sous la garde d'experts en attendant qu'on les ramène dans le forêt. Miarvou Latsferan nous en dit plus. 3 types d'animaux ont été saisis à Ivat hier après-midi, dont 8 petites tortues, dont 6 pyxis arachnoïdes et 2 tortues d'eau, 4 serpents et 23 caméléons. Ce ressortissant israélien avait emballé ces animaux avec des statuettes et autres produits artisanaux malgaches. Il voulait les exporter vers la Grèce, mais il n'a finalement pas pu les sortir du pays, du fait que ces animaux ont été détectés lors du passage des bagages dans le scanner. Il est à noter que l'exportation de ces espèces est interdite par la loi. À l'issue de l'interpellation d'un ressortissant israélien qui voulait exporter d'une manière illicite, donc c'était un contrebande,
de ces reptiles, des tortues et aussi des caméléons qu'on a pu intercepter. Donc ça s'est passé cette fin d'après-midi auprès du bureau de douane d'Ivat au niveau de l'escale sur un vol prévu d'Ethiopian Airlines à destination donc la personne voyageait à destination de Grèce, mais en passant par Addis Ababa. Face à ce cas de contrebande d'espèces protégées, le directeur général des douanes a expliqué hier soir que tous ceux qui œuvrent dans la protection des ressources naturelles et des droits de l'homme unissent leurs forces, tant en termes d'équipement que de ressources humaines, pour surveiller la frontière malgache longue de 5000 km. Il a exhorté tout un chacun, en particulier les habitants des zones où se trouvent ces ressources naturelles, à s'entraider. Pour sa part, le directeur général de la douane a indiqué que les scanners et des chiens formés spécifiquement pour la détection de produits prohibés sont utilisés au sein de l'aéroport d'Ivat et pour d'autres endroits à zone à risque, notamment Nussibé et Touamas. L'augmentation de nombre de bateaux espions et de drones qui surveillent en permanence les frontières malgaches est également une grande importance pour la douane. Donc, avec les procédures, je dirais, de contrôle de la douane qui utilisent les scanners, aussi les brigades canines, parce que la brigade canine, les chiens renifleurs de la douane, ont été formés pour également détecter les faunes et les flores, entre autres les tortues et les reptiles, donc qui nous a permis de mettre la main sur cette tentative malheureuse d'exportation de nos ressources naturelles. La douane a des structures et des moyens en permanence. On travaille jour et nuit dans tous les ports et les aéroports qui font des opérations ou bien des vols internationaux au niveau de notre pays. La douane, avec son effectif d'à peu près de 1000, ne peut pas déployer, même si on va déployer un agent par kilomètre, on n'arriverait même pas à faire 20% de 5000 km. Et c'est pour ça que dans l'approche, en fait, ce qui est dicté également par la loi, ce qui se passe dans ces zones-là, c'est ce qu'on appelle gestion coordonnée de frontières, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui interviennent sur ces zones, sur nos 5 km de côte, dans les zones de surveillance spéciale. On est sur un projet de déployer des drones. Il y a 12 drones qui est en cours d'acquisition pour pouvoir surveiller en permanence nos 5 km de côte. Et c'est au moment où on détecte des risques, où on a des mouvements suspicieux, c'est là qu'on déploie des patrouilleurs. Et c'est ce qu'on essaie également d'avoir. Il y a des patrouilleurs qu'on essaie d'acquérir, des patrouilleurs qui seraient capables de surmonter même des vagues, je dirais, à 5 mètres ou plus, pour qu'on soit beaucoup plus efficace, et bien entendu en mutualisation avec d'autres intervenants dans ces zones-là. La Turtle Survival Alliance a immédiatement pris en main ces tortues pour contrôler leur état de santé avant de les ramener dans leur lieu d'origine. Le reste des animaux a été livré dans un endroit spécial, sous la garde d'experts, et doit être ramené dans la forêt. Le ressortissant israélien, qui a tenté d'exporter illicitement ces animaux, a été arrêté et fera l'objet d'une enquête. Mais il existe de nombreuses personnes et des groupes de personnes qui utilisent de comptes fake au nom de Mial Radziwill, première dame de la République de Madagascar, et au nom de ses enfants pour soutirer de l'argent aux simples gens. Cela a pris de l'ampleur ces derniers temps et des mesures doivent être prises pour protéger nos compatriotes, a déclaré aujourd'hui la gendarmerie nationale. La gendarmerie confirme qu'il est interdit par la loi de créer un faux compte au nom d'une autre personne, de rechercher des avantages personnels, de diffuser de fausses informations, notamment de publier des photos de personnes sans autorisation, selon de nombreux articles qu'elle contient dans le Code pénal et le Code de la communication et la loi contre les cybercriminalités. La gendarmerie nationale fait appel à la sagesse des compatriotes et demande à chacun de préserver les valeurs malgaches en respectant les personnes âgées, les parents et tous les responsables qui dirigent ce pays. Passons dans un tout autre contexte. Madagascar fait déjà
face au changement climatique actuellement, de nombreux dégâts ont été constatés. Ainsi, pour faire face et se préparer à ce fléau, des stratégies en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique seront incluses au sein des plans d'aménagement. De ce fait, une formation a été tenue pour développer les compétences et cela a commencé au sein du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire vendredi dernier. Reportage signé Naté Rakoutumav. De par notre façon de vivre en général, face à la destruction progressive de l'environnement, le changement climatique est devenu un fléau à part entière auquel nous devons faire face actuellement, et cela au niveau mondial. Si bon nombre de secteurs se focalisent sur la lutte contre le changement climatique, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire se focalise davantage sur les stratégies d'adaptation et d'atténuation des impacts du changement climatique dans son domaine. Un avant-projet a été déjà mis en place pour faire face à cette vulnérabilité. Il s'agit de l'avant-projet de stratégie d'adaptation à la variabilité et au changement climatique et de réduction des risques y afférents en milieu urbain ou SACCU. De plus, la politique nationale de développement urbain, PNDU, fixe quelques lignes d'action propres au renforcement de la résilience urbaine. Ensuite, dans le cadre de l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique, des stratégies en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique y sont incorporées pour le secteur urbain, entre autres. Selon la directrice générale de l'aménagement du territoire, plus de 500 personnes, dont au Madagascar, participeront à la vulgarisation du guide d'intégration du changement climatique dans la planification urbaine et la nouvelle norme des bâtiments. Par ailleurs, des programmes d'échange avec les universitaires sous forme de conférences et de séminaires scientifiques sur les enjeux du changement climatique en milieu urbain vont être effectués dans les 6 provinces de Madagascar. La formation a commencé au niveau du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire vendredi dernier. Ensuite, dans le cadre de l'amélioration de la vie urbaine, Hackathon 2024 est ouvert. C'est un concours dédié à tous les étudiants de l'université qui doivent réaliser un projet d'innovation numérique. 10 universités sont attendues et les sélections suivront une formation de 4 jours avant le concours proprement dit. Ruth Christelle Harkout-Malal sur les images de Yves Jamel. La capitale a besoin de changements et d'amélioration. La ville d'Antananarivo est surpeuplée car selon les statistiques, 3,5 millions de Malagasy y vivent. Cette situation impacte la vie quotidienne de la population, notamment à travers les embouteillages et la pollution. Les jeunes peuvent participer au changement et à l'amélioration d'Antananarivo à travers le concours Hackathon 2024. C'est un concours dont les inscriptions se font via un formulaire en ligne dédié à tous les étudiants et 10 universités sont attendues pour y participer. Elles formeront un groupe de 2 à 3 étudiants. Les jeunes participants ne sont pas obligés de connaître le digital car les sélectionnés suivront une formation de 4 jours avant le concours. Les gagnants du Hackathon 2024 bénéficieront d'un accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets et d'équipements informatiques comme un ordinateur et une tablette. Et le ministère du Développement numérique, de la Poste et des Télécommunications priorise l'intérêt des consommateurs selon un communiqué sorti en fin de semaine. Par conséquent, ce département a décidé d'abroger l'arrêté ministériel portant sur le prix plancher de la connexion Internet à Madagascar, soit le prix d'un gigaoctet dans la moyenne de ce qui se pratique sur le continent africain. Le gouvernement a constaté que les prix maintenus artificiellement élevés par les opérateurs de télécommunications ne reflétaient pas les engagements pris lors des négociations du mois d'avril 2023. En conséquence, cette mesure vise à rétablir une concurrence loyale et à faire baisser les coûts pour les utilisateurs finaux. De plus, les politiques tarifaires appliquées par ces opérateurs sont inadaptées au pouvoir d'achat des consommateurs, selon toujours le communiqué. Et les candidats issus de la plateforme Irmar dans le 3e arrondissement ont rencontré ce jour les doyens dans cette circonscription. La candidate Gabrielle Raharsan a affirmé ce jour qu'elle a toujours prêté une attention particulière aux personnes âgées, même lorsqu'elle n'était pas encore candidate aux législatives, et qu'elle poursuivra toujours ses activités sociales. Reportage de Rad Ramanzatouf. La veille du début de la campagne, la candidate de la plateforme Irmar dans le 3e arrondissement, Gabrielle Raharsan, ou Gabi, accompagnée du 2e sur la liste, a choisi de rencontrer les doyens dans cette circonscription.
Les candidats de l'IRMAR ont ainsi reçu la bénédiction de ces dernières lors de leur rencontre à Béourik aujourd'hui. Il existe des milliers de personnes âgées dans les 34 Foukountagne qui composent le 3e arrondissement, mais ce ne sont que leurs représentants qui ont rencontré les candidats présentés par l'IRMAR ce jour. La candidate Raharsan Gabriel a accordé une attention particulière aux personnes âgées, même au sein de l'association qu'elle dirigeait, alors qu'elle n'était pas encore candidate aux législatives. Et elle a déclaré que la protection sociale des personnes âgées se poursuivra toujours dans le 3e arrondissement. Les candidats de l'IRMAR ont remis des aides à ces personnes âgées après leur rencontre d'aujourd'hui à Béourik. La réhabilitation de la route de 10 km reliant Maït et Farahant s'en est actuellement achevée, outre les 5 communes autour de Maït qui bénéficient directement de cette réhabilitation. Des résidents des communes du district d'Arivunman peuvent également l'utiliser pour transporter des produits vers Maït. La présentation des travaux effectués dans le cadre de cette réhabilitation a eu lieu aujourd'hui à la centrale électrique de Farahant. Mervoulat Sferen sur les images de presse des Nilsson. Cette route de 10 km reliant Maït et Farahant était auparavant en mauvais état et boueuse. En effet, selon les informations, la route a été réparée la dernière fois en 2017. Ce tronçon était impraticable, notamment pendant la saison des pluies, alors que c'est la voie utilisée par la plupart des agriculteurs pour transporter leurs productions, telles que les tomates, le manioc et divers légumes et fruits. Cette route relie également les communes environnantes de Maït, Ambouimasn, Apantoukan, Maïrez et près de 70% de la population l'emprunte au quotidien. Les résidents des communes du district Arivunman, comme Antanamboul, Ambatoumank et Timadil, empruntent également cette route. Cette dernière est inscrite au cahier de charges sociales de l'entreprise Tosi Green. Parmi les travaux qui ont été réalisés ont figuré les terrassements, l'installation de protection contre les tremblements de terre et la réhabilitation des canaux. La route est donc actuellement terminée et peut être utilisée. Il reste encore des tronçons de route et d'autres projets à réaliser par l'entreprise à Maït et ses environs. Par ailleurs, une rencontre entre les responsables locaux et les représentants de l'entreprise a lieu tous les 3 mois pour discuter de projets de développement qui répondent directement aux besoins de la population. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le mouvement islamiste palestinien Hamas a dit lundi 6 mai avoir accepté une proposition de trêve soumise par les médiateurs après le début d'une opération israélienne d'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Rafah à la lisière sud de la bande de Gaza assiégée. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que cette proposition était loin des exigences israéliennes. France 24. Pour les Palestiniens de Gaza, l'annonce du Hamas a suscité un immense espoir. Voici ce que comprend la proposition de trêve présentée par le Hamas. Pendant la première phase de 42 jours, un cessez-le-feu serait instauré dans la bande de Gaza, d'où les troupes israéliennes se retireraient partiellement. Au moins 33 otages israéliens seraient peu à peu échangés contre des prisonniers palestiniens. Il y aurait une pause dans les combats pour que les femmes et les personnes âgées soient libérées en premier en échange de centaines de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Cela entraînerait ensuite la libération d'hommes et de soldats israéliens en échange de davantage de prisonniers palestiniens et d'un calme permanent dans les combats. Une deuxième phase de libération qui signerait le début de la deuxième étape, marquée par 42 jours supplémentaires de cessez-le-feu et par un nouveau retrait des forces israéliennes. Lors de la troisième phase enfin, les corps des otages morts seraient rendus à Israël. La reconstruction sous égide internationale pourrait ensuite commencer, tandis que le blocus israélien serait levé. Une proposition loin des exigences israéliennes selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui refuse toujours d'envisager le retrait complet de ses troupes à Gaza. Ils disent qu'ils continuent de lancer des frappes militaires sur Rafah, cette ville du sud de Gaza où se trouve désormais la moitié de la population de l'enclave. Ils affirment également que leur cabinet de guerre a voté pour la poursuite de cette offensive sur Rafah, tout en négociant potentiellement le cessez-le-feu et en envoyant une équipe au Caire. Le Caire, où de nouvelles négociations se tiennent ce mardi, alors que les familles d'otages israéliens pressent leur gouvernement d'agir. Pour elles, l'annonce du Hamas doit ouvrir la voie au retour des 132 otages retenus en captivité à Gaza depuis plus de 7 mois.
Et le dimanche 5 mai, les orthodoxes ont célébré Pâques, un week-end pascal pas comme les autres en Géorgie où depuis plusieurs semaines, les manifestations pro-européennes se multiplient. Il s'agit de protestations contre le projet de loi controversé dit sur l'influence étrangère. Parmi les manifestants qui ne décolèrent pas, de nombreux jeunes. France 24. En ce week-end de Pâques, on s'aperçoit finalement qu'il y a certes un peu moins de monde, les gens sont partis au village, mais l'ambiance est toujours là et la détermination aussi. On a vu ce mouvement persister sur près d'un mois. Je pense qu'on a bien plus confiance en notre puissance désormais. Il n'y a pas d'alternative. Si l'on perd, c'est la fin pour nous. La Géorgie se bat pour son indépendance en ce moment, être indépendant de l'influence russe. Si on abandonne ça, on ne sera plus là en tant que pays. Donc on n'a pas d'autre choix. La démocratie est menacée, on ne peut pas se permettre d'être passif. C'est un moment qui sera écrit dans les livres d'histoire et pas seulement en Géorgie, en Ukraine, en Israël et à Gaza, en Iran. Partout où il y a des régimes autoritaires. Nous nous devons d'être un exemple qui montre que la démocratie survivra et se diffusera dans le monde entier. C'est une Pâques cette année très spéciale en Géorgie, puisque d'un côté, il y a une ambiance de trêve pour ce week-end pascal et en même temps de veillée d'armes avant une troisième lecture qui sera décisive. La Géorgie a eu une expérience difficile avec la Russie, par exemple à cause des guerres et de tout en général. Donc il faut qu'on gagne dans tous les cas, car la Géorgie est née pour être en Europe. La Géorgie va gagner et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons gagner. On sent ce soir un mouvement qui est très fier de ce qu'il a obtenu en 3 semaines et qui veut croire en ses chances de pouvoir faire plier le gouvernement. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Nizouk au point de droit avec Céline Khanirlant. Au revoir à tous.